La ville historique de Grand Bassam, classée au rang de patrimoine mondial de l'UNESCO, connaîtra des réaménagements les années à venir. À l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie, un inventaire architectural de la ville a été dressé. Du 20 au 23 juillet, des jeunes Ivoiriens seront à Liège en Belgique pour prendre part au deuxième forum mondial de la langue française. Avant leur départ, ils ont échangé avec le conseiller technique en charge de la culture et de la francophonie de la présidence de la République. Dans cette édition, nous allons nous rendre en Espagne où un musée permet aux aveugles de découvrir les tableaux des plus grands peintres ou encore les monuments les plus célèbres du monde en les laissant se les approprier par les mains pour s'en faire une idée précise. Une révolution dans l'univers des musées. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, la ville historique de Grand Bassam, classée il y a 3 ans au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO, connaîtra des réaménagements les années à venir. À l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie, un inventaire architectural, urbanistique et environnemental de la ville a été dressé. Les résultats ont été présentés au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Christelle Ménard. 3 ans et 60 milliards de francs CFA pour faire de la première capitale de la Côte d'Ivoire la ville d'avenir du pays. Un projet piloté par le ministère de la Culture et de la Francophonie et qui concerne la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2012. Un quartier des arts, un quartier du futur traditionnel, un quartier de l'hospitalité, c'est entre autres le réaménagement proposé par des architectes nationaux après un minutieux inventaire architectural, urbanistique et environnemental de la ville historique. Les résultats ont été présentés à la population, premier acteur du changement à venir. C'est la renaissance de Bassam qui va véritablement démarrer avec ce projet. C'est une deuxième vie pour cette ville qui a joué un rôle important le développement de notre pays. 109 hectares de zones protégées, 170 bâtiments datant du 19e siècle et une plage de 2 km. Un potentiel architectural et environnemental qui devrait faire de la ville historique l'une des premières destinations touristiques d'Afrique. Quand une ville ou quand un site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il acquiert un label qui en fait un bien ou un lieu, un site visité par des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes au monde. Des objectifs qui classent la réhabilitation et la rénovation des sites au rang des priorités. Après avoir reçu les résultats de l'étude, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a requis la mise en place et l'exécution d'un plan de sauvegarde et de valorisation fédérant toutes les parties prenantes. Les études qui ont été faites donc par l'ordre des architectes et donc le travail conduit par le ministre de la Culture et de la Francophonie doit nous permettre donc d'avoir assez rapidement un document de base pour présenter ce gouvernement et commencer, me semble-t-il, la rénovation de la ville de Grand Bassam. Un atelier de restitution des études permettra donc de soumettre les conclusions au gouvernement. L'objectif final est la production d'un plan global de valorisation de Grand Bassam. Autre chose à présent, après 4 années de mission, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Chantal de Varenne, quitte définitivement notre pays. Un dîner d'adieu lui a été offert. Hamza Diaby. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Chantal de Varenne, quitte définitivement le pays au terme de 4 années de mission. Un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement ivoirien. Occasion pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, de retracer les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Il a exprimé la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour le renforcement des relations entre les deux pays. Nous aurons tant souhaité vous voir demeurer encore parmi nous pour parachever l'œuvre que vous avez si bien entamée au service du bien-être de nos populations et du rapprochement des peuples ivoiriens et canadiens. Nous espérons toutefois que de retour dans votre pays,
vous rendrez témoignage des aspirations profondes à la paix et au développement du peuple ivoirien et des efforts inlassables que déploient les plus hautes autorités de notre pays à cet effet. Chantal de Varenne a quant à elle exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien. Elle s'est dit heureuse de voir la Côte d'Ivoire amorcer le chemin de l'émergence après la crise post-électorale. En l'espace de 4 ans, la Côte d'Ivoire est passée de pays en crise à pays en sortie de crise et aujourd'hui a l'ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020. La voie est toute tracée et je formule le vœu que la Côte d'Ivoire puisse atteindre cet objectif. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur du Canada a été fait commandeur de l'ordre national. Un masque Mahou lui a été offert par le ministre Charles Kofi Dibi. La Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner dans les 50 meilleures économies de l'indice Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, le pays a entrepris plusieurs actions en vue de l'amélioration du climat des affaires. La Côte d'Ivoire veut rattraper le temps perdu dans le cadre de la mise en œuvre des réformes d'amélioration du climat des affaires. Dans cette optique, une session de formation des acteurs du monde des affaires ivoiriens est initiée par le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Dans cette salle, des exposés animés par des experts venus de Géorgie et Singapour, deux pays qui ont réussi à obtenir une croissance économique mondialement reconnue après avoir, comme la Côte d'Ivoire, connu des difficultés. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir faire voyager tout le monde dans tous les pays. Donc c'est une manière pour nous de pouvoir partager les expériences que nous avons vécues. Il ne faut pas avoir honte d'aller chercher tout près ou ailleurs lorsque des gens ont mieux fait. Allez-y le voir, qui viennent explorer l'expérience pour que nous aussi on bâtisse notre Côte d'Ivoire et qu'on puisse espérer pouvoir demain être parmi les meilleurs réformateurs au monde. That Georgia went through can be very useful for Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'expériences georgiennes qu'on peut partager à Côte d'Ivoire. Par exemple, au classement de Doing Business, on était 112 et pendant 10 ans, on a sauté et est devenu dans le top 10 de le classement de Doing Business. On a mis en œuvre beaucoup de réformes en parallèle et nous croyons que Côte d'Ivoire peuvent faire la même chose. L'amélioration du climat des affaires, un défi que le pays veut relever. Les participants à cet atelier saluent l'initiative. J'ai surtout compris que les deux pays qui ont été pris en exemple sont allés très vite. On s'est rendu compte que c'était possible de regrouper tout ce qu'il y avait comme service de l'administration en un seul lieu. La Côte d'Ivoire a la ferme ambition de se positionner parmi les 50 meilleures économies de l'indice Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, l'amélioration de l'environnement des affaires se présente donc comme un passage obligé. Un reportage de Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire ambitionne donc de se positionner dans les meilleures économies, 50 meilleures économies de l'indice Doing Business du groupe de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire veut aussi être éligible au Millennium Challenge Corporation, MCC, un programme américain d'aide aux pays en développement résolument engagé dans la bonne gouvernance et l'investissement dans les ressources humaines. Le pays a décidé d'installer les comités communaux du MCC et pour prendre en compte les questions essentielles dans la mise en place de ce programme. Nous allons découvrir celui de Dabou avec Gabriel Zadi. Les critères d'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC nécessitent une appropriation à la base par les populations. Ce jeudi 16 juillet, le comité communal MCC de Dabou a été installé. Il est question de faire en sorte que les populations à la base assurent le relais de la promotion de la bonne gouvernance. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, aucun programme, aucun projet ne peut véritablement prospérer sans l'implication et la participation des populations. Et donc, nous voulons que le programme MCC soit un programme participatif.
Une cérémonie en présence de Diablé Joseph, inspecteur général des services de police, représentant le ministre de l'Intérieur et des autorités locales. Le comité local du MCC, présidé par le maire, est un cadre d'échange et de concertation de tous les acteurs sur les questions liées à l'amélioration des indicateurs clés, dont la bonne gouvernance. La première activité est la sensibilisation sur le racket. Les 27 membres du comité ont reçu le feuille de route. Comme le Millennium Challenge Corporation parle surtout de la bonne gouvernance, si nous y mettons, si chacun apporte un plus, ça va changer. C'est une éducation que nous, autorités, nous devons apporter et suivre de près. 10 comités communaux seront installés dans le pays. Ces installations seront suivies d'une campagne d'information pour donner un coup d'accélérateur au processus d'admission de la Côte d'Ivoire au programme américain d'aide aux pays en développement. Le corps préfectoral et les différents chefs de service de la région du Béli et du district autonome de Yamoussoukro s'emploient à valider l'appareil statistique de cette région et ce district afin de mettre à la disposition de l'État et des opérateurs économiques des informations indispensables à la gestion d'un État moderne. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. L'annuaire statistique permet de mieux planifier les projets de développement économique et social pour un pays qui sort d'une situation de crise comme la Côte d'Ivoire. L'annuaire statistique renferme donc les données fiables et actualisées pour la confection d'un plan national de développement. Sans des données statistiques fiables, nous ne pouvons pas prendre une décision correcte. On a fait le dernier recensement de 2014 dont les données sur la population sont disponibles. Maintenant, on a besoin d'informations au niveau du numérateur pour pouvoir calculer les indicateurs. L'annuaire des statistiques repose sur des statistiques démographiques et sociales, les conditions de vie des ménages, les statistiques économiques et techniques. C'est pourquoi l'UNFPA a décidé d'appuyer l'Institut national des statistiques, INS, dans la collecte des données qui engagent la nation. Nous l'avons fait pour le recensement général de la population. Nous l'avons fait également pour l'enquête démographique de santé. Nous le faisons aujourd'hui pour les régions afin que les statistiques soient disponibles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Toutefois, le préfet de région de Yamoussoukro, qui a ouvert les travaux, a déploré le manque de coopération des directeurs et chefs de service qui ne jugent pas utile de fournir les informations. À preuve, en 2012, ce sont 11 services sur 22 qui se sont associés à l'INS dans la collecte des données. En 2013, 14 services sur 22 et en 2014, 11 services sur 22, soit une moyenne de 50%. Le préfet de Yamoussoukro a donc insisté sur la nécessité de collaborer avec l'INS pour accroître le taux de fourniture des données. Du 20 au 23 juillet, des jeunes Ivoiriens seront à Liège en Belgique pour prendre part au 2e forum mondial de la langue française. Avant leur départ, ils ont échangé avec le conseiller technique en charge de la culture et de la francophonie de la présidence de la République et le secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, Issaïo Serge Colliard. Ivoiriens à Liège, en Belgique, pour participer à la 2e édition du Forum mondial de la langue française. À ce forum du donner et du recevoir, ils présenteront leurs projets sélectionnés au concours international Créativez-vous. Avant leur départ ce samedi 18 juillet, ils ont reçu les encouragements et félicitations du conseiller technique en charge de la culture et de la francophonie à la présidence de la République et de la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie. La Côte d'Ivoire que prône le président de la République, Alassane Ouattara, qui est celle d'une Côte d'Ivoire émergente, maintenant, avec des jeunes leaders responsables, maîtres de leur propre avenir, de leur propre destin, par rapport à leurs propres compétences, à leur propre qualité. Le soutien de la Côte d'Ivoire leur est acquis, le soutien du président de la République leur est acquis. Ce qu'on réserve à ces jeunes, c'est des conseils, c'est une maison avec des portes grandes ouvertes pour pouvoir les aider, les écouter, leur donner les outils qui leur manqueraient pour mettre en œuvre leurs projets. L'émergence de demain, c'est avec la jeunesse. Et donc, on est un grand nombre de jeunes Ivoiriens qui aient des projets aussi intéressants. C'est vraiment bien. La jeunesse ivoirienne,
aura beaucoup de choses à démontrer. Vous avez vu des jeunes qui sont pétris de talent, des jeunes qui ont démontré leur savoir-faire. Et nous voudrons nous inscrire dans le dynamisme, dans la vision du président de la République. Le projet Créativez-vous a pour ambition de doter le monde d'un espace de partage, d'expérience et d'expertise pour les entreprises, le secteur public et les universités. Il a lieu du 20 au 23 juillet prochain à Liège, en Belgique. Un commentaire de Serge Collier, un fonds est mis à la disposition des jeunes de Bongouanou pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus à travers l'agence emploi jeunes mise en place par le président de la République Alassane Ouattara. Le secrétaire national des jeunes républicains chargé de la communication exhorte les jeunes de Bongouanou à adhérer à ce projet emploi jeunes, nous dit Hamza Diaby. Dotée d'une enveloppe de 29 milliards de francs CFA, l'agence Emploi Jeunes aura une antenne à Bongouanou via une structure de microfinance. Les jeunes de cette localité pourront en bénéficier pour réaliser leurs projets sur place. Comment être éligible? Ce sont ces critères que le secrétaire national chargé de la communication au RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, épaulé par le premier adjoint au maire de Bongouanou, est allé expliquer aux potentiels bénéficiaires. Au regard donc de la grande mobilisation des jeunes du Moronou, qui ont, n'est-ce pas, exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance à l'endroit du président de la République, qui a bien voulu mettre Bongouanou au cœur, n'est-ce pas, des premiers fonds de financement de projets jeunes. Toute la jeunesse de Moronou vraiment exprime sa reconnaissance pour le président de la République et s'engage, n'est-ce pas, à lui accorder un second mandat assez éclatant. Réaliser un projet chez soi sans être contraint de parcourir des kilomètres, des motifs de satisfaction pour les jeunes de Bongouanou. M. Sidi Touré a effectivement pensé à la jeunesse de Bongouanou. Il a honoré à toutes nos doléances. Donc je pense bien que nous allons lui dire merci et dire merci au président de la République. L'agence Emploi Jeunes est née des cendres des structures d'aide à l'emploi telles l'AGEP et le FNJ. L'idée de ce guichet unique, créer plus de synergie et de permettre une riposte plus efficace contre le chômage des jeunes. Elle s'appuiera sur le modèle de réussite du FAFSI pour relever ce challenge. Tout à fait autre chose. Le département de Séguéla attend dans la ferveur l'arrivée du chef de l'État le 23 juillet prochain. Le Ourodougou attend donc ce grand jour pour lui témoigner gratitude, soutien et reconnaissance. Avant cette date, Séguéla a fait sa toilette. Abou Sanogo. Séguéla, chef-lieu de la région du Woroba, à quelques jours de l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara. Des machines à la tâche. Des ouvriers également. Séguéla fait sa toilette. Il y a le goudron partout à Séguéla. Même les pistes en train de goudronner. C'est grâce à Dieu, grâce à Alassane Ouattara. Séguéla devait petit Yamsougro. Oui, il y a beaucoup de choses. Vous voyez le travail partout. Partout vous passez, vous allez voir toujours les travaux. Mais le Séguéla avance. Des voies entretenues, de même que le réseau électrique avec l'éclairage de toutes les rues de la ville. À cela s'ajoute la réhabilitation de l'axe Vavoie-Séguéla. D'un coût de 8 milliards de francs CFA, cet ouvrage vient mettre fin à un calvaire qui dure un peu plus de 14 années. Pour la réalisation qui doit être faite avant la visite du chef de l'État, il était prévu 11 km. Et ce sont ces 11 km qui sont en voie d'achèvement avec le dernier axe qui est celui de l'aéroport à la ville de Séguéla, qui fait 2,2 km 200. Donc toute la ville, aujourd'hui, au niveau du bitume, est bitumée. 24 km de bitume sont prévus pour être réalisés dans la ville de Séguéla. Et sur ces 24 km, 11 sont en voie d'achèvement. Les travaux se déroulent pratiquement nuit et jour dans la ville. Séguéla a bénéficié de 3000 km de pistes à profiler. Et au jour d'aujourd'hui, les 3000 km ont été entièrement profilés, donc à 100%, à telle enseigne que les quelques localités qui n'ont pas pu être prises en compte ont même bénéficié de 500 km en plus pour être profilés. Donc à ce niveau, nous disons que nous sommes pleinement satisfaits. Du quartier résidentiel au centre-ville, en passant par les quartiers Soukourouban, Binati, les travaux avancent bien. Quant au volet électricité et extension, tout est fin prêt.
Au niveau de la ville, comme vous pouvez le constater, tous les endroits, tous les sites qui devraient être électrifiés pour accueillir la visite ont été électrifiés. Et jusqu'à présent même, Côte d'Ivoire Énergie est à pied d'œuvre pour les quelques derniers sites parce qu'on vient de nous accorder une ceinture d'électrification, c'est-à-dire aller à la limite de chaque quartier pour que l'électricité arrive dans ces endroits. La préfecture a fait peau neuve. C'est une préfecture entièrement rénovée grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence. Un boulevard aménagé va porter le nom du président de la République. C'est pour marquer son passage dans le Worodougou. C'est la rue qui vient de Daloa, du quartier Binaté, jusqu'à la mairie. Et c'est un reportage d'Abou Sanogo et RTI1 sera au rendez-vous pour cette visite d'État. La localité de Ouambélé a désormais son école primaire, un véritable soulagement pour les populations qui ont célébré l'excellence dans cette localité. Ils disent par ailleurs merci au président de la République, Alassane Ouattara. Doel Niagno. En bloqué, nous sommes à 3 km de Tabou dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La population de la localité, mobilisée comme un seul homme, célèbre un événement. Les enfants de l'EPP de Ambloqué. Fini les déplacements des tout-petits à Sécréqué où la traversée de la rivière est quelquefois périlleuse pour les enfants. Fini aussi la marche à pied jusqu'à Yokobo, distant de 3 km, soit 12 km au quotidien, si l'on tient compte des allers et retours du matin et de l'après-midi. Ambloqué et sa population ont associé à la célébration de cet événement mémorable pour le village le maire de la ville de Touba, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, parrain de la cérémonie, le proviseur du lycée, des chefs de service, ensemble, du beau monde pour motiver les enfants et remercier le président de la République, grâce à qui l'école primaire publique de Ambloqué s'est vue dotée d'un bâtiment neuf de 3 classes et des toilettes. À travers le programme présidentiel d'urgence, tous les intervenants ont exhorté les uns et les autres à l'entente et surtout à un meilleur encadrement des jeunes pousses de Ambloqué en devenir. Dans cette optique, les enseignants de l'école primaire publique ont été félicités pour le bon résultat des écoliers du cours moyen 2e année. La première promotion. Sur 17 candidats, 14 sont admis à l'examen de fin d'année, soit 82,35% de réussite. Un taux que parents et enseignants ont pris l'engagement d'améliorer, à défaut, le maintenir. Les étudiants de l'école régionale de l'agriculture d'Abidjan Sud veulent contribuer à la reforestation de la Côte d'Ivoire. Chaque année, ils vont planter plusieurs arbres à travers le pays, nous dit Noël Niagno. La forêt ivoirienne, de 16 millions d'hectares en 1900, elle couvre à peine 2 millions d'hectares aujourd'hui, ce qui représente 16% du territoire national. Une menace pour l'appellation de pays forestier. Une appellation qui exige du pays un couvert forestier de l'ordre de 20% du territoire national. La Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif d'atteindre ce niveau à l'horizon 2040. Le président de la République a donné le la, suivi du Premier ministre. La 16e promotion de l'école régionale d'agriculture d'Abidjan a décidé d'ajouter des pieds d'arbres dans cette volonté politique affichée. La matérialisation de cette ambition, l'opération de planting d'arbres à proximité de la forêt classée d'Anguededou. Chaque étudiant de la 16e promotion de l'école régionale d'agriculture d'Abidjan prend la résolution de planter 10 arbres par an. Le premier responsable de l'Institut national de formation professionnelle agricole va au-delà et prend la résolution d'instituer une journée de l'arbre. J'ai saisi cette occasion pour instituer la journée du planting d'arbres dans toutes les 10 écoles que comporte notre institut. L'Institut pourra apporter un minimum dans le grand programme national de reboisement. L'Institut, c'est 1500 étudiants. Si chaque étudiant plante 10 arbres par an, c'est environ 15 000 arbres. De quoi faire rêver le parrain de la cérémonie, le directeur général de la SODEFOR, au regard des impacts de cette action. Qui sont autour de 1500 et ils se sont engagés chaque année de planter 10 arbres par étudiant, ce qui fait déjà à peu près 15 000 arbres. Mais 15 000 arbres, c'est au moins 15 hectares par an. En 10 ans, ça vous fait déjà
quand même des superficies assez importantes, 150 hectares. Mais quand vous regardez la productivité de 150 hectares, c'est quelque chose déjà d'énorme. L'Institut national de formation professionnelle agricole compte 10 écoles et forme au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. En fin d'année 2015, cette année donc, Paris accueillera la 21e conférence sur le climat pour aboutir à un accord international qui permettra de contenir le réchauffement climatique. Le Bénin, faible émetteur de gaz à effet de serre, espère saisir l'opportunité pour une conversion à l'énergie verte. Cotonou, capitale économique du Bénin, sa lagune, ses pêcheurs, son grand marché régional et des tonnes de déchets sur plusieurs kilomètres. Un véritable désastre écologique qui appauvrit les ressources de poissons aux grandes dames des communautés de pêcheurs. La pêche, ça ne donne pas comme avant, puisqu'il y a trop des ordures dans le fleuve, c'est pas bon. Nicolas Hulot, envoyé spécial de la France pour la protection de la planète, est en mission au Bénin. Son objectif, obtenir un engagement du gouvernement béninois pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en amont de la conférence climatique de Paris fin 2015. Les conséquences du changement climatique sur le Bénin sont préoccupantes. Le nord du pays est de plus en plus aride et la montée des eaux menace le sud côtier. Comme une des conséquences prévisibles des changements climatiques, c'est l'élévation du niveau des océans. On comprend immédiatement, vu la précarité de la situation, quelles conséquences ça peut avoir sur des populations comme ceux qui vivent ici à Cotonou. L'impact du changement climatique, c'est l'injustice de trop, c'est la difficulté de trop, ça ajoute de la misère à la misère, de l'inégalité à l'inégalité. Faiblement industrialisé, le Bénin rejette peu de gaz à effet de serre comme de nombreux autres pays du continent africain. Le défi étant de se tourner vers des énergies propres, comme le solaire ou l'éolien, tout en limitant le recours aux énergies fossiles dans les décennies futures. Une transition énergétique coûteuse que le Bénin ne pourrait supporter seul. L'Afrique est la priorité, parce que l'Afrique est le scandale. L'Afrique, c'est le continent non pollueur et qui aujourd'hui paye les dégâts. Et il faut que les pollueurs aident à réparer les dégâts qu'ils ont causés. Et je pense qu'autour de l'électricité en Afrique et du renouvelable, c'est-à-dire une électricité propre en Afrique, je pense qu'on va obtenir des résultats, des avancées. Le Fonds vert pour le climat lancé en 2010 doit permettre d'aider financièrement les pays en développement pour s'adapter au changement climatique. Aujourd'hui, il n'a récolté que 4 milliards de dollars, mais la conférence de Paris prévoit un accord pour plus de solidarité. Un dernier espoir pour les pêcheurs de Cotonou. Cette information relative à la Grèce, Alexis Tsipras a évincé les ministres frondeurs de son gouvernement tout en confortant à son poste et Claude Sakalotos, son ministre des Finances, apprécié de ses homologues de la zone euro. Parmi les sortants figure le ministre de l'Énergie et des Infrastructures, Panagiotis Lafazanis, la ministre adjointe aux Finances, Nadia Valadanis, qui avait présenté sa démission. Comment permettre aux aveugles de découvrir les tableaux des plus grands peintres ou encore les monuments les plus célèbres du monde en les laissant se les approprier par les mains pour s'en faire une idée précise? C'est une révolution dans l'univers des musées où il est interdit de toucher les œuvres et c'est en Espagne. Regardez. Toucher quand on ne peut pas voir, a priori impossible dans un musée. Pourtant, au prestigieux Prado de Madrid, c'est bien avec les mains que José Pedro, aveugle, découvre la forge de Vulcain de Velázquez avec l'aide d'un audioguide. Ce qui est plus en relief est plus proche de celui qui voit le tableau. Ce qui est moins en relief est plus au fond. Donc tu peux te faire une petite idée de ce qu'est la perspective. De la forge de Vulcain à la Joconde, 6 reproductions en relief de grandes œuvres. Les originaux sont globalement respectés, les proportions notamment, mais priorité aux sensations.
C'est compliqué pour un non-voyant de se faire une idée, de se construire une image mentale de ses œuvres. Donc nous avons recherché des tableaux qui soient porteurs d'informations, mais aussi qui soient compréhensibles. Cette exposition temporaire a été conçue en partenariat avec la ONCE, la très puissante organisation des aveugles d'Espagne. Pour elle, les musées sont trop souvent inadaptés au public qui souffre d'un handicap. Le thème de l'accessibilité universelle facilite les choses pour tout le monde. N'importe qui peut au cours de sa vie souffrir d'un handicap, même provisoire. La ONCE a aussi créé un musée où l'on peut voir et toucher les maquettes de nombreux sites ou monuments célèbres d'Espagne et du monde entier. Du Palais Royal de Madrid à la Tour Eiffel, en passant par la Statue de la Liberté ou encore la Basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Toucher encore, mais cette fois, des étoffes, des tissus, des vêtements de toutes les époques. C'est au musée du costume, toujours à Madrid, où un espace a été spécialement conçu pour les aveugles. Toucher, sentir, entendre, c'est très important. Comme je ne vois pas, je dois compenser par les autres sens, et les mains t'apprennent beaucoup, énormément. Moi, comme il me reste un peu de vision, de toucher les costumes, ça t'apporte autre chose. Ça te fait imaginer leur mode de vie. Et pour aller encore plus loin dans la découverte, il est même possible d'essayer un jupon, une collerette, un corset, pour laisser son imagination plonger dans l'ambiance d'une cour royale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.